Je pense qu'on est en live. On est déjà en live. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent à cette session. C'est un plaisir pour moi et puis pour tous les intervenants d'être là et discuter de ce sujet qui est autour en fait de la propriété intellectuelle, un sujet je pense qui est très important pour les sociétés de façon générale, mais plus particulièrement notamment pour les startups où il y a effectivement en fait beaucoup de questions qui se posent, il y a beaucoup effectivement de particularités, beaucoup de sujets qu'on va essayer d'aborder ici. La session se déroulera en fait en deux étapes. On va essayer de faire une partie plutôt théorique entre guillemets, vraiment pour bien introduire le sujet, pour voir en fait de quoi on est en train de parler. Et puis surtout, et je pense que ce sera le plus intéressant, on va essayer de débattre avec tous les experts qui sont ici pour qu'ils puissent vous donner leur point de vue, leur retour aussi d'expérience sur ce sujet très important. Et peut-être justement avant de commencer, je vais demander à nos chers panélistes en fait avec qui j'ai le plaisir de partager ce panel, peut-être de s'introduire euh, un à un. Donc je commence peut-être par Madame Olfa. Alors, Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à participer à ce panel. Donc, je suis honorée par la participation à Emerging Valley. Donc, voilà, je suis Olfa Keleni. Je suis à la base professeure universitaire et expert en transfert technologique. Et actuellement, je suis start-upper. Je suis chef d'entreprise de Kitoprod qui est basée en Tunisie et on est une industrie en biotech. merci beaucoup Olfa et bienvenue à ce panel. David? Bonjour à tous, je suis le fondateur du cabinet DGS Avocats. Nous nous sommes spécialisés dans l'accompagnement de sociétés à fort potentiel de croissance, à forte dimension technologique, et on les accompagne principalement lors de levées de fonds, que ce soit en pré-amorçage, en amorçage, en série A, et également lors de la transmission de leur entreprise. Merci beaucoup David et bienvenue. Chieb? Non, pas Chieb, je pense peut-être le micro. Merci pour l'invitation. Donc, je suis Chiheb Razoueni. Je suis avocat, managing partner d'un cabinet d'avocats tunisien qui s'appelle CAG, qui comporte une vingtaine de membres d'avocats, et professeur universitaire également. Je suis spécialisé en droit des affaires et en droit des nouvelles technologies. Bienvenue Chieb. Et puis, je présente aussi donc Ayman Mtimet, je suis directeur chez Deloitte. Je suis basé à Tunis et je suis en charge des activités de stratégie, d'innovation notamment. Alors, je me permets de partager du coup mon écran avec la présentation. Donc, ce qu'on va essayer d'aborder en fait sur cette session très rapidement, on va essayer effectivement de traiter quatre thématiques clés. Déjà, dans un premier temps, en fait, de quoi on est en train de parler, quels sont les éléments qu'on peut protéger, quels sont les mécanismes de protection de la propriété intellectuelle, quels sont finalement les avantages, les risques de la protection et puis de la non-protection, et puis quel est aussi l'état des lieux aujourd'hui en Afrique, quels sont les principaux défis et à quoi on est éventuellement confronté. Donc, globalement, quand on parle de propriété intellectuelle, je pense en fonction des gens, en fonction aussi des pays, on a des définitions assez différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a deux grandes catégories ou deux grandes branches. On a tout ce qui est en fait propriété littéraire et puis artistique. On parle ici de tout ce qui est en fait droit d'auteur, droits voisins notamment. Et puis on a la propriété industrielle proprement dite. Là, on est en fait sur les sujets de brevets, on est sur des sujets de protection de marque et tout ce qui est dessin et modèle industriel. La première partie, réellement, très, très rapidement, c'est tout ce qui est en fait la protection d'œuvres originales, qu'elles soient littéraires, scientifiques, et qu'elle ait réellement en fait de la valeur. Je pense que le principe sous-jacent, c'est qu'elle doit effectivement être portée par un support en fait, qu'il soit un film, un documentaire, une œuvre littéraire, un livre, un dessin, un tableau, etc. Et tous ces mécanismes-là, enfin tous ces outils-là peuvent être effectivement protégés par les fameux droits d'auteur.
Sur la partie propriété industrielle, elle s'attache plus en fait à une technique, donc ça nous permet justement en fait de protéger des inventions, des signes distinctifs, ça peut être justement des marques, des noms de domaine, des dénominations sociales, et puis tous les dessins et les modèles qui peuvent être autour en fait d'un certain nombre d'inventions. Certains éléments sont bien sûr exclus, notamment en fait tout ce qui est topographie de semi-conducteurs, par exemple. En termes de caractéristiques, je pense en fait il y a plusieurs points. Le premier point qui est très important en fait, c'est le titre de propriété. Donc quand on protège effectivement une invention ou la propriété intellectuelle de façon générale, il y a un certificat d'enregistrement pour les marques, pour les brevets, pour les dessins, pour les modèles, qui atteste justement en fait de la propriété de cette invention-là. La présomption, il y a aussi une présomption de propriété pour les droits d'auteur, on va dire au profit des personnes qui vont divulguer l'œuvre artistique. Très simplement, en fait, quand une personne elle commence généralement à chanter une chanson, on va présumer jusqu'à preuve du contraire que c'est sa propriété. Et il y a toujours effectivement des moyens de recours pour prouver effectivement que c'est pas le cas. Et puis il y a eu beaucoup de cas en fait et de doctrines dans ce cas de contexte. Et puis effectivement, il y a un monopole d'exploitation. Et puis ça, c'est vraiment en fait le point le plus fort, puisqu'effectivement, protéger une invention permet non seulement d'avoir un droit de propriété, mais aussi en fait, on se protège contre toutes les usurpations possibles, pardon, donc notamment tout ce qui est vol, contrefaçon, utilisation non autorisée. Et ça, par contre, ça va être spécifique à chaque pays, que ce soit en fait dans la portée des choses qu'on va pouvoir protéger, que ce soit en fait dans la façon dont on les protège. Cette protection, elle va être en fait limitée dans le temps. Donc, ça dépend des pays. On peut être sur 10 ou 20 ans en fonction des choses qu'on veut protéger, en fonction aussi des pays. Et justement, en fait, il y a un côté territorial. Donc, aujourd'hui, effectivement, la protection, elle se fait dans les pays où on demande les protections. Il y a aujourd'hui des mécanismes qui permettent d'étendre justement cette protection à un certain nombre de pays. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais sachez que globalement, en fait, la propriété intellectuelle, elle se fait essentiellement, généralement, par pays. Alors, quels sont les mécanismes aujourd'hui qui s'offrent à nous pour protéger justement la propriété intellectuelle? Premier point, c'est tout ce qui est en fait protection des œuvres littéraires artistiques. On va avoir les marques, on va avoir la protection des inventions, et puis on va avoir aussi tout ce qui est en fait dessin de modèle, voire même en fait aspect esthétique d'un certain nombre de choses. Sur la protection des œuvres, très rapidement, il s'agit effectivement de tout ce qui est œuvre artistique. Donc ça peut être justement la musique, ça peut être un livre qu'on aurait éventuellement écrit, ça peut être un film, un tableau qui, qui a été dessiné. Donc c'est vraiment en fait la protection de l'œuvre artistique qui va conférer justement la maîtrise économique de l'œuvre finalement en fait à quelqu'un qui aurait justement ce droit-là. Et cette notion, elle est réellement très importante parce qu'effectivement dans le droit, c'est une notion qui va différer justement de la notion de possession. Et ici, effectivement, on va avoir un exemple très flagrant qui va justement expliquer la différence entre les deux. Donc, typiquement, si vous allez acheter un tableau d'un célèbre, effectivement, peintre, même s'il coûte effectivement extrêmement cher, comme vous pouvez le voir, ce tableau-là, vous allez acquérir justement, en fait, la possession physique de ce tableau et le support matériel de l'œuvre. Pour autant, vous n'en avez pas le droit de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'exploiter cette image-là, par exemple dans le cadre pour vendre des pulls avec cette image-là à l'intérieur, pour faire des cartes postales ou pour effectivement en faire une exploitation commerciale. Donc c'est vraiment en fait une distinction très particulière. La propriété physique ne vaut pas spécialement effectivement la propriété de droit et vice-versa. Et c'est un élément très important à avoir effectivement dans les droits de la propriété intellectuelle. Alors il y a des choses ici qui sont aussi très importantes à connaître quand on parle de ce sujet-là, notamment en fait de la partie de droit d'auteur. Typiquement en fait on dit souvent en fait les faits ne sont pas protégeables par les droits d'auteur, c'est-à-dire typiquement en fait tout ce qui est travaux qui sont issus de recherche, donc ça c'est des travaux qu'on va pouvoir protéger par d'autres mécanismes en fait de protection, notamment les brevets, et puis on en parlera beaucoup plus tard. Mais par contre en fait on va pas pouvoir
les protéger en fait par cette notion-là de droit d'auteur. C'est pas parce que typiquement on a écrit une idée en fait de film, ou on a une idée de roman euh, qu'on pourrait effectivement la protéger à travers justement en fait le, le droit d'auteur. Typiquement aussi en fait quand on va écrire une structure d'un logiciel, un code source, l'apparence visuelle d'un logiciel, en fait, ces images-là ne sont pas protégeables en fait par le droit d'auteur. Là aussi, on va avoir des mécanismes qui vont être beaucoup plus spécifiques, notamment en fait tout ce qui est brevet, qui vont permettre de les protéger, mais pas par cette notion-là de droit d'auteur. Donc, c'est pas parce qu'on les a écrits qu'on peut y apposer justement en fait cette notion de droit d'auteur. En termes de marque, sachez aujourd'hui en fait que on peut protéger justement en fait la marque. On peut protéger la marque à travers plusieurs aspects, à travers effectivement la marque complète. Donc quand on s'appelle Pizza Hut ou quand on s'appelle toute une autre marque ou Emerging Valley par exemple, on peut effectivement avoir cette protection-là. On peut protéger le logo et puis on peut même protéger parfois en fait des slogans ou des éléments qui sont distinctifs à la marque. Les critères, en fait, pour qu'on puisse les protéger, il faut que ça soit effectivement distinctif, il faut que ça soit bien sûr disponible, c'est-à-dire effectivement qu'il n'y ait pas le nom qui n'ait pas été utilisé avant, qu'il n'y ait pas réellement de risque de confusion et que ce soit effectivement bien sûr des sites et pas forcément contraire euh, aux bonnes mœurs. Et cette notion-là de disponibilité, elle est assez particulière parce qu'au-delà de la disponibilité, il s'agit surtout en fait d'éviter d'avoir des risques de confusion avec d'autres marques. C'est-à-dire, en fait, on peut avoir aujourd'hui, en fait, des marques qui ne sont pas spécialement disponibles, mais par contre, il n'y a pas réellement de risque de confusion. Typiquement, on va avoir, en fait, ce cas d'espèce. Donc, on va avoir Mazda, euh, les deux Mazda, d'ailleurs, ces deux marques qui ont été déposées, et bien qu'ils sont identiques, effectivement, en termes de marque et en termes de nom et d'un point de vue euh, verbal. Mais par contre, en fait, les deux, bien entendu, ils ont été enregistrés et les deux, bien sûr, sont tout à fait protégés parce que c'est des produits totalement euh, différents. D'une part, on parle d'instruments scientifiques, nautiques, photographiques, etc. Et de l'autre cas, on parle effectivement de voitures, d'éléments pour les voitures. Donc, on considère qu'on est sur des éléments, en fait, où il n'y a pas de risque de faire de confusion entre les deux marques. Et donc, on accepte dans ce cas d'espèces, effectivement, que les noms soient similaires, à condition, bien entendu, qu'il n'y ait pas d'autres éléments visuels qui peuvent induire en erreur, c'est-à-dire qu'on ne reprenne pas la même écriture ou en tout cas les mêmes couleurs. Quand on parle de la protection des inventions, là aussi, en fait, il y a un certain nombre de conditions. La protection des inventions, elle se fait essentiellement par la notion de brevet. Donc, le brevet, c'est vraiment en fait le titre de la propriété industrielle qui va conférer au titulaire le droit d'exploiter l'invention pendant une vingtaine d'années, à condition effectivement que ce soit une invention nouvelle, donc qu'il n'y ait pas quelque chose de similaire qui a été déposé avant. Et c'est pour ça que généralement, quand on va essayer de déposer un brevet, il y a une recherche d'antériorité qui se fait au niveau des institutions de propriété intellectuelle pour chercher s'il n'y a pas quelque chose effectivement de semblable et que effectivement qu'il y ait éventuellement une application industrielle possible. Alors là, ça peut être un process, ça peut être les fonctionnalités d'un robot, une composition chimique. Vraiment, en fait, le champ d'application, il est assez large pour qualifier justement une invention. Et puis le dernier point qui est très important, c'est qu'on peut effectivement protéger un dessin ou un modèle. Ça peut être effectivement le modèle de robot, ça peut être effectivement le dessin ou le design d'une voiture, ça peut être aussi dans le secteur du textile. L'idée derrière, c'est qu'il faut protéger effectivement une création qui est nouvelle, qui ne ressemble pas à une autre création qui existe éventuellement sur le marché. Donc, il faut qu'elle présente un caractère propre. Et ce caractère-là propre, si on le souhaite, on peut effectivement le protéger. Donc, je pense effectivement le point important ici, c'est qu'il y a plusieurs éléments à protéger. Et typiquement, si on prend l'exemple d'un robot, dans un robot, on peut avoir autant l'invention même du robot, donc son mécanisme, son idée, etc., qu'on peut protéger par un brevet. On peut avoir le dessin du robot lui-même
qu'on peut protéger ici à travers effectivement le dessin. Et on peut avoir la marque, si on a donné un nom à ce robot-là, qu'on peut aussi protéger avec un mécanisme qui est spécifique. Donc, il faut qu'on ait en conscience quel est le type de protection qu'on souhaite faire et à quel justement effet. Enfin, on va avoir d'autres modes de protection qui existent, qui nous permettent justement en fait de protéger nos travaux et qui sont peut-être différents de ça. On a tout ce qui est secret professionnel, donc à chaque fois on commence à parler avec un certain nombre d'entreprises, on peut signer des accords de confidentialité qui font que on soit en mesure justement de garantir le secret et la confidentialité des échanges, même si on n'a pas spécialement protégé notre invention avec un brevet. Et puis effectivement, on a d'autres mécanismes qui peuvent être aussi assez intéressants en fonction des usages. Alors finalement, c'est quoi les avantages? Alors premier avantage peut-être très important, et puis on reviendra dessus, en fait, c'est la valorisation de start-up. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une start-up avec une invention qui est protégée par un brevet vaut beaucoup plus et énormément plus qu'une start-up qui a une idée, qui travaille sur un marché, mais cette idée-là, elle n'est pas du tout protégée parce qu'au final, en fait, chaque personne peut se prévaloir de cette idée-là, la répliquer sans aucune conséquence. Donc vraiment, en fait, la valorisation de la startup, c'est vraiment le premier élément et le premier avantage clé. Le deuxième élément, c'est la sécurisation, puisqu'effectivement, on va protéger l'idée, on va se protéger des concurrents, on va les bloquer pendant un certain nombre de temps, ce qui donne quand même en fait un avantage concurrentiel et qui permet justement effectivement de pouvoir conquérir le marché pendant le laps de protection en attendant éventuellement que d'autres concurrents puissent aller effectivement sur le même domaine d'activité. Et puis enfin, ça donne une visibilité puisque le dépôt de droit de propriété garantit justement la liberté d'exploitation, de diffusion. On peut effectivement communiquer sur cette invention-là. C'est visible effectivement dans un certain nombre de pays et ça donne surtout en fait une très grande crédibilité aux startups quand on est sur notre propre marché ou quand on est effectivement sur d'autres marchés, quand on parle à des investisseurs, au point où ça nous amène même parfois en fait à pouvoir inclure ces brevets-là comme étant des actifs incorporels. Donc là, il y a réellement en fait une notion de valeur au sein en fait des bilans des startups. En Afrique, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, comme vous le voyez, la protection de la propriété intellectuelle n'est pas réellement très développée en Afrique. D'une part, parce qu'il n'y a pas réellement en fait une considération grande en fait des recherches. Il n'y a pas réellement un cadre qui incite en fait aux innovations et à la protection des innovations. Et puis généralement en fait, il n'y a pas réellement de société de gestion de droits d'auteur ou de droits de propriété qui peuvent appuyer effectivement ce genre de démarche. Et comme vous le voyez, en fait, c'est la partie bleue relativement claire ici. La protection des marques et encore moins des brevets n'est pas réellement en fait très développée. Pourtant, ce serait effectivement un point qui peut créer des avantages concurrentiels, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'idées assez intéressantes en Afrique. Il y a beaucoup d'idées effectivement très novatrices dans beaucoup de domaines, notamment par exemple dans les paiements digitaux. Et aujourd'hui, en fait, on gagnerait tout autant à pousser effectivement les économies africaines, à inciter à la protection de l'innovation et des brevets, parce que derrière, effectivement, c'est une source de création de valeur, c'est une source de valorisation des startups, et ça permettra notamment de mieux approcher en fait la transformation scientifique et la technologique des économies africaines, et puis de stimuler justement en fait le lancement des startups et puis le développement des innovations. Voilà globalement, j'ai essayé de ne pas être très lent dans la présentation pour surtout en fait essayer de laisser un peu de temps aux différents panélistes pour pouvoir échanger sur ce sujet-là. Peut-être du coup en fait en introduction on a parlé justement en fait de la protection intellectuelle, on a parlé effectivement des différents mécanismes. Peut-être pour aller tout de suite sur un aspect très pratique, j'aimerais m'adresser à Madame Olfa, puisque vous avez eu l'occasion justement de procéder à la protection au dépôt de brevets. Peut-être j'aimerais déjà dans un premier temps peut-être avoir votre retour d'expérience là-dessus.
Est-ce que c'était une expérience plutôt dite positive, compliquée, etc. Et puis, ma deuxième question serait concrètement, en fait, comment débuter? Je sais qu'il y a beaucoup de startups qui sont en train de décoter et qui se disent, bah, finalement, aujourd'hui, c'est très bien tout ça. On sait qu'il y a l'Inorpi en Tunisie, par exemple, ou il y a d'autres agences en France ou ailleurs. Finalement, si je dois commencer, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rédiger un document? Je dois prendre un avocat? Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez déjà nous éclairer sur votre expérience? Justement, voilà, moi, je souhaite m'adresser spécialement aux start-upers qui souhaitent protéger leur brevet parce que j'ai vécu quand même une expérience quand j'étais en tant qu'enseignante universitaire et chercheur. Et donc, le travail que j'avais effectué dans un centre de recherche, il a été enregistré au nom de la structure étatique à laquelle j'exerçais. Et donc, la propriété, elle revient réellement à la structure dans laquelle nous avons effectué les travaux de recherche. Mais l'invention, elle est enregistrée à mon nom. Donc, il y a une grande différence entre le propriétaire de l'invention et l'inventeur. Donc, on a le droit d'exploiter ce brevet-là, mais on ne peut pas valoriser ce brevet dans le cadre d'une start-up, par exemple. Donc aujourd'hui, on change complètement de position. C'est aujourd'hui à travers la start-up que nous sommes en train de rédiger et d'enregistrer de nouveaux brevets. La démarche, elle est un peu différente, mais il y a des points en commun. Ceci dit, il y a toujours la démarche de comment commencer à préparer le brevet, ce qui est quelque chose de très important dans la rédaction de brevet. Moi, je souhaite commencer par dire, mais pourquoi une start-up s'oriente vers l'enregistrement d'un brevet? En fait, elle gagne sur trois points. Elle gagne d'abord en valeur parce que protéger un brevet pourrait ramener de l'argent à la structure. Elle gagne en crédibilité face à des investisseurs. Elle gagne en valeur et elle gagne aussi en rigueur par la rédaction du document. Donc, je commence déjà par la rédaction du document, qui est le point initiateur d'une rédaction, d'un enregistrement de brevet. En fait, rédiger un brevet, c'est complètement stratégique. C'est vraiment un point central du développement d'une start-up. Donc, c'est une décision stratégique et on n'enregistre pas un brevet par hasard. Il faudrait bien le préparer, bien le calculer parce que ça a un coût, ça prend beaucoup de temps et ça nécessite beaucoup de compétences. Et même si on n'a pas ces compétences-là, donc on devrait faire appel à des gens qui pourraient le faire. Donc, pour commencer, moi, je parle toujours du draft du patent, c'est le brouillon dans lequel vous devriez mettre tous les détails qui concernent votre invention. Et ce brevet-là, c'est vraiment le document à protéger, que ce soit digital ou que ce soit en papier. Donc, il faudrait qu'il y ait un document qui contient tous les détails des détails de votre invention. Et donc, après, ce sera ce document-là qui pourrait vous aider dans la rédaction du document que vous devriez déposer à échelle nationale ou par la suite à échelle internationale. Par la suite, il faudrait vraiment faire appel à des experts qui vous orientent vers comment rédiger, parce que la rédaction du brevet, ça contient beaucoup de termes juridiques, ça contient des textes particulièrement là où il y a un côté technique très, très pointu. Donc, il faudrait faire appel à des experts qui pourront vous aider dans cette rédaction-là, mais toujours en se basant sur votre document initial que j'ai appelé le draft du patent. Donc, il faudrait que vous faites appel à quelqu'un qui fait cette rédaction-là et qui a l'habitude de rédiger parce qu'il y a un jargon qu'il faut maîtriser et qu'on n'a pas forcément l'habitude de le comprendre, même et non pas seulement pour le rédiger. Donc, la rédaction d'un brevet, moi j'insiste à dire que c'est vraiment stratégique. Il faudrait que ça soit bien planifié parce que ça a un coût, ça prend beaucoup de temps et ça nécessite de l'expertise. Maintenant, est-ce qu'un brevet pourrait être contournable? Oui, ça pourrait être contournable. C'est pour ça qu'il faudrait faire appel à des experts pour la rédaction
parce que je prends l'exemple, par exemple, d'une pièce qui est fabriquée en plastique. Cette pièce-là, elle pourrait même être fabriquée en verre ou en inox ou en PVC. Il y a plusieurs matières qui pourraient être faites. Donc, quand vous faites la rédaction de votre brevet, il faudrait prévoir toutes les possibilités qui pourraient être à l'origine d'un contournement d'un brevet. Donc, il faudrait toujours réfléchir sur comment une autre personne pourrait copier votre invention et donc prévoir tout ceci dans votre texte pour éviter au maximum, et j'insiste à dire qu'on ne pourrait jamais garantir à 100% le copiage de votre invention, mais par la rédaction d'un texte minutieux et très rigoureux, on pourrait éviter au maximum le copiage. Donc, par la suite, moi, je terminerai par dire, est-ce que tout peut être breveté? Ayman, vous avez donné une liste, vous avez donné beaucoup de détails, mais malheureusement, tout n'est pas brevetable. Je prends l'exemple des logiciels. Ça reste toujours un élément qui alimente les débats parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de protéger des logiciels, encore moins des êtres vivants, des organismes qui ont été modifiés génétiquement ou des plantes ou des choses comme ça. Donc, c'est un outil qui est extrêmement important pour protéger des innovations technologiques, mais il y a encore d'autres moyens pour faire d'autres éléments comme des logiciels. Donc, enregistrer un brevet en soi, c'est un process, c'est un coût, c'est une décision stratégique, mais il faudrait aussi travailler sur la veille sur cette protection-là, parce qu'il faut toujours veiller sur votre invention pour éviter que d'autres personnes viennent copier ce brevetage, surtout dans des pays qui ont un potentiel de développer une industrie telle, par exemple, pour notre cas, on devrait toujours veiller sur les pays qui ont la matière qui pourrait servir pour développer une industrie comme la nôtre. Donc voilà. Merci beaucoup, Olf. Enfin, je pense que c'est effectivement très important. Enfin, ce dernier point, la veille, on se rend pas compte de l'importance en fait de ce type de structure qui peut faire de la veille sur ce genre de sujet. C'est vrai que malheureusement, en fait, les startups, parfois, ils n'ont pas le pouvoir, en fait, des grandes compagnies, des grandes structures qui ont des services dédiés, qui vont aller chercher un peu partout, effectivement, des gens qui exploitent des copies, qui vont aller sur le marché, qui vont se rendre compte de ces éléments-là. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a des métiers qui sont spécialisés dans ça et qui peuvent justement accompagner les startups, et c'est important de les développer dans les différents pays. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé justement en fait des compétences, des experts, ou un point que vous avez rappelé en fait pas mal de fois. Il faut avoir recours à un expert, il faut avoir recours à ces professionnels. Et là, pour le coup, j'aimerais bien avoir en fait de Shiheb, puisqu'effectivement, il baigne dans le domaine, il est avocat, je pense il a eu l'occasion en fait à faire à ce genre de situation pas mal de fois. Réellement, déjà, je pense que la première question qu'on se pose, quand on parle en fait d'experts, c'est quel type d'expert? Est-ce qu'il faut qu'on aille voir un avocat? Est-ce qu'il faut qu'on aille voir en fait des gens qui ont un titre particulier? Et puis comment ça se passe en fait globalement quand on fait un draft de patente? Moi, je suis start-up. Est-ce que je dois venir avec juste des informations techniques? Est-ce que je dois commencer à rédiger un document et puis ça va être justement cet expert-là ou cet avocat-là qui va le corriger, ou c'est l'inverse? De votre point de vue, en fait, chez Ep, quel conseil, comment ça peut se passer, en fait, ce genre d'opération? Très bonne question, Ayman, et je te remercie de m'avoir déchargé de tous les éléments théoriques qui auraient pu faire partie de mon intervention. Donc, je vais aller droit au but et je vais répondre de manière très pratique. Donc, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est une startup qui a une invention, un robot par exemple, et une autre qui a développé un logiciel en mode SaaS par exemple et qui va le commercialiser. Et je vais vous dire en pratique comment on va protéger ces deux créations, comment on va s'assurer d'une protection optimale, quel est le process, quels sont les avantages, combien ça coûte et que faire en cas de contestation. Donc d'abord, la première question à laquelle on doit protéger, c'est quand protéger.
Et moi, à vrai dire, je protège toujours au début. Dès que je commence à avoir une réelle invention pour la première et dès que mon logiciel a atteint une certaine cohérence, dès que j'ai dépassé le stade du MVP, dès que mon SaaS est prêt à être commercialisé, donc là, je commencerai à le protéger. Donc, la question, pour répondre à cette question qui a été même posée dans le chat, c'est toujours au début. Ensuite, je prends le cas de la startup qui va protéger le robot. C'est un brevet d'invention. Et le brevet d'invention doit avoir 3 éléments. La nouveauté, l'inventivité et l'application industrielle. Parce que je dois prouver aussi que mon robot doit être appliqué dans l'industrie, dans l'agriculture et tout genre d'utilisation qui pourrait être faite. La durée de la protection sera de 20 ans. Le coût de la protection en Tunisie, c'est dans les 250 dinars. Et ensuite, il y a un droit annuel à payer, variant de 60 à 600 dinars, selon l'ancienneté. Mais est-ce que cette protection que j'aurais faite en Tunisie va suffire? Moi, je dirais que non. Même si la Tunisie a signé un traité qui est le Patent Cooperation Treaty, qui permet d'étendre la protection d'autres pays, moi, je conseillerais toujours à mes clients de faire la protection ou le dépôt du brevet aux USA, aux États-Unis. Et là, je répondrai aussi à ta question qui est est-ce que l'avocat a le monopole de filing de la patente? Non, on n'a pas le monopole, mais je pense qu'on est assez compétent pour le faire. Et c'est un travail de groupe entre l'avocat, le start-upper et aussi, et parfois, on a recours à d'autres experts dans le domaine, parfois à des experts comptables et même à des experts en propriété industrielle. Donc, à l'international, moi, je procéderai ainsi. J'irai aux États-Unis et j'essaierai de présenter le process avec le plus de simplicité possible parce que c'est un process assez compliqué et coûteux. Hein. Donc, la première chose que je ferai, c'est une recherche d'antériorité pour voir si mon brevet n'existe pas. Si je n'ai pas de problème avec l'antériorité, je vais déterminer quel type de brevet. Est-ce que c'est un brevet d'utilité? Est-ce que c'est un brevet de conception? Ou est-ce que c'est un brevet végétal? C'est grosso modo les 3 types de brevets protégeables aux États-Unis. Ensuite, je te déposerai la demande de brevet provisoire sur le website de l'USPTO. Je vais préparer un cahier de charge avec un résumé, un historique, un sommaire, une description détaillée et une conclusion, y compris les ramifications et la portée de ce brevet. Il faut aussi définir quelques aspects juridiques aussi lorsqu'on file le patent américain. Et la demande, elle doit vraiment être très minutieusement rédigée. Parfois, un mot, une phrase peut changer beaucoup de choses et l'avocat qui rédige ou la personne qui rédige doit faire très attention. Ensuite vient l'étape de la finalisation du dossier. Un examinateur des brevets sera affecté à votre dossier. Il peut y avoir des allers-retours avec l'examinateur. Moi, quand j'ai eu à breveter des patents aux États-Unis, quand j'ai eu un rapport avec des examinateurs, ils sont vraiment très réactifs. Lorsqu'on demande des visioconférences avec eux, ils sont très disponibles. Si notre demande enfin est rejetée, on peut déposer un recours. Donc le coût de ce brevet, ça va être un minimum de $10 000, je pense, mais ça peut aller jusqu'à 50 000 lorsqu'il y a une contestation. Et après, il faut prévoir des droits d'environ $1 500 tous les ans, toutes les années, pendant 20 ans, pour maintenir le brevet. Donc ici, on peut se demander si l'État tunisien, en faisant le Startup Act, a bien pensé à tous ces coûts, parce qu'il y a dans le Startup Act une prise en charge totale des frais et procédures de la protection en Tunisie et à l'international. Donc il faut savoir que ça va coûter entre 10 et 50 000 $ par startup, et qu'on a plus que 400 startups labellisées, donc ça va chiffrer. Et je me demande sur l'aspect pratique de cette chose. Bon,
là, je passe maintenant à la startup qui va développer un SaaS, un logiciel, un site web, un ERP, et comment on va protéger. On n'est plus dans la propriété industrielle. Là, on passe en mode propriété intellectuelle, et c'est un régime juridique totalement différent. D'abord, la loi, aussi bien en Tunisie qu'en France, que dans les pays africains, les pays de droit civil, il y a des lois relatives à la propriété littéraire artistique. Et elles protègent tout le logiciel et le qualifient comme une œuvre. Donc, un site web, une application SaaS, un ERP est assimilé en droit tunisien à un logiciel et il est protégé donc en tant que tel. Et la protection est accordée du seul fait de la création du logiciel. Je m'explique, il n'y a pas de démarche juridique à faire. Le seul fait de la création suffit. Par contre, dans la pratique, moi, ce que je conseille, c'est d'enregistrer la propriété intellectuelle à l'OTEDAV afin d'avoir une date certaine. Ça coûte à peu près 180 dinars et ce dépôt, ça présente une preuve d'antériorité en cas de contestation et c'est très utile devant un juge. Ce n'est pas une obligation légale puisque un logiciel est protégé par sa simple création, mais ça serait bien d'y ajouter une date certaine qui est la date de création. Maintenant, à l'international, la Tunisie, comme la France et la plupart des pays du monde, ont signé la Convention de Berne et font partie de l'OMPI. Et donc, la France, les pays africains et notamment les pays francophones font partie de cette Convention de Berne. Et même les États-Unis, depuis 1989, font partie de cette convention. Et donc, l'enregistrement n'est plus une obligation depuis cette date aux États-Unis pour qu'une propriété intellectuelle soit enregistrée. Mais est-ce que c'est suffisant? Là aussi, je dirais que non. Dans la pratique, moi, je ferai aux États-Unis une protection copyright. Le copyright aux États-Unis, vous le voyez, c'est le C qui est entouré d'un cercle. Et lorsque vous faites une protection copyright aux États-Unis, vous avez le droit de mettre ce cercle à côté du nom de votre création. Mais dans la pratique, c'est bien parce que j'aurai un certificat d'enregistrement américain, même si je ne suis pas obligé de le faire. Ça ne coûte que 1 500 $ en moyenne. Ça permet à la startup de valoriser son innovation parce que vous savez bien que le plus grand élément de valorisation d'une startup est sa protection et sa propriété intellectuelle ou sa propriété industrielle. Et que nous, avocats, quand on fait l'audit d'une startup, on regarde la propriété intellectuelle ou industrielle parmi les premiers éléments de valorisation. Donc, ce signe C américain qui va me coûter que 1 500 $ va me permettre beaucoup d'avantages, notamment dans le monde, il est très dissuasif, il fait peur. Parce que si il y a un breach de ma propriété intellectuelle américaine, je pourrais obtenir des dommages-intérêts assez importants. Mon adversaire ne pourra pas plaider ce qu'on appelle l'innocent infringement aux États-Unis, c'est-à-dire la contrefaçon de bonne foi. Il va dire non, moi j'ai pas vu de ce logiciel ou ce SaaS qui a été protégé, donc moi j'ai fait la contrefaçon de bonne foi, donc je ne vais pas payer des dommages et intérêts. Donc là, j'enclenche comme un compteur ou une date de valeur qui va me permettre d'avoir une preuve de ma propriété intellectuelle. Enfin, je peux facilement arrêter toute importation ou mise en ligne aux USA du logiciel de mon adversaire, si je fais cette protection. Et la durée, il faut savoir que ça dure toute la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort. Et le processus d'enregistrement est assez simple aux États-Unis. Il faut s'adresser à une administration, ça s'appelle Register of Copyrights, au Copyright Office à Washington. Donc, il y a un formulaire préimprimé fourni par le Copyright Office et qu'on doit remplir avec l'aide, bien sûr, de spécialistes, d'avocats ou de spécialistes en propriété intellectuelle. Dans la pratique, quand j'écris, moi, j'appelle souvent les officers. Et j'ai souvent des conf calls ou des calls avec eux, ils sont très réactifs. Ça me permet d'avoir des idées, ça me permet d'optimiser mon inscription, mon écriture du copyright.
Et aussi, je ferai toujours un exemplaire et que je déposerai à la bibliothèque du Register of Copyright et je l'enverrai sous forme numérique. Ça permet d'avoir toujours cette date de valeur, cette preuve qui me permet de protéger ce copyright. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair et concis. Merci. Merci beaucoup, Chiheb. En fait, c'est effectivement très intéressant et ça nous donne justement toute l'importance. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, en fait, c'est le coût. On en parle souvent. 15 000 $, ça peut aller jusqu'à 50 000 $. Et puis, il faut mettre en fait 1 500 $. Et encore là, je pense qu'on parle d'un seul pays. C'est-à-dire, effectivement, si on peut protéger aux États-Unis, en France, en Chine, il faut multiplier à peu près ça, en fait, quasiment par le nombre de pays. Donc, du coup, ça devient effectivement assez important. Et là, du coup, j'aimerais me tourner vers David, finalement, pour dire, aujourd'hui, face à ce coût-là, est-ce que ça vaut réellement la peine? Moi, startup, je regarde en fait ce coût-là, je me dis, finalement, quelle est la valeur que ça va m'apporter, la valeur financière? Est-ce que réellement ça va changer fondamentalement la valorisation de ma startup? Donc ça va être la première question. Et puis la deuxième question, éventuellement, je pense qu'il y a beaucoup de startups qui se posent aussi la question en se disant, finalement, quand est-ce qu'on le fait? Est-ce que réellement il faut que j'engage ce genre de dépenses au début? Est-ce que ça aura effectivement réellement un impact sur la valorisation de la startup? Ou il faut peut-être attendre effectivement un laps de temps, peut-être une année, etc. Parce que c'est là où ça aura un impact d'ailleurs. Merci, Email. C'est vrai que c'est des questions qui reviennent beaucoup et c'est toujours un peu compliqué d'y répondre parce que quand on a des start-upers qui viennent nous consulter, ils se disent toujours, bon, on a besoin de déposer pour valoriser, on a besoin d'argent pour valoriser et pour autant, pour lever des sous, on nous demande derrière de pouvoir commencer à avoir de l'API. Donc, c'est vrai que la question qui se pose, en fait, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place une politique qui soit efficace de propriété intellectuelle dans le cadre d'une startup, parce que c'est vrai que aujourd'hui c'est pas si simple. Le modèle de la startup, il est toujours basé sur beaucoup de cash burn, c'est-à-dire que se développer pour pouvoir évidemment gagner des parts de marché doit dépenser beaucoup d'argent. Pour dépenser beaucoup d'argent, elle doit évidemment généralement aller chercher des fonds. Et ces fonds, on le trouve auprès de fonds d'investissement en capital risque. Donc, comment est-ce qu'on arrive à articuler un petit peu le rôle de l'API dans une stratégie d'investissement en capital risque? Alors, il faut toujours partir du principe que, évidemment, avoir une bonne politique de propriété intellectuelle, ce sera toujours un atout dans le cadre du développement d'une société vis-à-vis d'un investisseur. Et quand je dis aujourd'hui la politique de propriété intellectuelle, c'est soit effectivement en amont développer cette politique de propriété intellectuelle, parce qu'on l'a entendu autour de cette table, quand on rentre dans une phase, on a généralement des due diligence qui sont effectués par des avocats, par des experts financiers, par des experts comptables, par des experts technologiques. Et est-ce que la startup dans laquelle le fonds d'investissement souhaite investir a déployé une politique de propriété intellectuelle efficace qui nous permette aujourd'hui de nous protéger? Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se positionne du côté de la startup, ça signifie qu'il faut très, très vite se poser la question. Et très vite se poser la question, c'est si on peut le faire, évidemment, commencer à mettre les premiers jalons d'une protection de propriété intellectuelle parce que dans le cadre d'une due diligence, ça permettra aujourd'hui aux investisseurs de dire on y va. Parce qu'aujourd'hui, pour les investisseurs, il ne faut pas oublier que c'est une manière de valoriser son entreprise. On protège l'innovation. C'est une manière aussi de valoriser son image. C'est une manière, on le sait, d'éloigner les concurrents parce que quand on est sur un modèle startup, parfois the winner takes all, c'est-à-dire que c'est grâce à la différenciation technologique et à la différenciation en termes de propriété intellectuelle qu'on va arriver à surpasser ses concurrents. Et donc, évidemment, ça facilite, comme on l'a dit aussi, une expansion internationale. Donc, c'est soit on a pu le faire avant et auquel cas, la due diligence donnera évidemment un impact, aura un impact positif et derrière, le fonds d'investissement dira « Ok, on y va » ou si ce n'est pas le cas, parce que parfois on entend et on sait que ça coûte des sous, il faut qu'on mette en place d'ores et déjà, post-levée de fonds, quels seront finalement les premiers éléments de protection qui seront mis en place. Et là, auquel cas, on arrive dans une seconde phase qui arrive aussi assez souvent, c'est la startup n'a pas les moyens financiers
avant toute levée de fonds, d'aller aujourd'hui avoir une politique de propriété intellectuelle efficace, mais c'est bien la levée de fonds qui lui permettra de déployer. Et c'est là où il y a aussi un travail en amont, travail de conseiller, c'est pas vraiment un travail de dépôt, mais plutôt de conseil en propriété intellectuelle ou industrielle qui viennent accompagner aujourd'hui les start-upers pour mettre en place cette politique à compter de la levée. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la protection, elle est essentielle pour toutes ces raisons, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fonds d'investissement qui investissent dans des sociétés à fort potentiel de croissance ou à forte dimension technologique sans qu'il y ait d'ores et déjà eu une politique mise en place, ou soit qu'il y ait une proposition de politique qui sera mise en place après la levée de fonds. Bien évidemment, ça signifie que de manière totalement pratique, c'est une question qui se pose en pré-amorçage, voire même parfois pour des sociétés qui sont à forte dimension technologique, ce sont même des questions qui se posent avant même finalement les premiers éléments de développement de l'activité de la société. Parce que si on n'identifie pas les coûts, si on n'identifie pas sa politique, si on n'identifie pas les montants et les acteurs qu'on peut aller voir, c'est sûr que derrière, parfois, ça peut poser des problématiques. J'essaye d'être assez court parce qu'il ne nous reste que 4 minutes. Donc, je pense que pour finaliser, la conclusion, c'est évidemment cette politique est indispensable, la mettre en place est indispensable en amont ou après. Mais c'est un qui sera mis tout en investissement car c'est un moteur de valorisation et d'expansion d'une société. Effectivement très intéressant et vous avez tout à fait raison. En fait, c'est un moteur de croissance. Je pense que c'est un investissement en fait réellement. Aujourd'hui, non seulement c'est une obligation, on va dire business de le faire parce qu'effectivement ça permet de protéger, mais aussi derrière c'est un investissement qui peut apporter très gros et qui peut surtout en fait protéger de perdre très gros. Et c'est ça qui est aussi important. Je vois qu'il y a plusieurs questions. Peut-être en fait. On va faire vraiment un tour de table en 3 minutes, donc peut-être une minute chacun. Et essentiellement, si vous devez avoir en fait un conseil, un takeaway, comme on dit, pour les startups qui sont en train de nous écouter, qu'est-ce qu'il serait, Madame Olfaï? Moi, je dirais le conseil que j'ai à donner, c'est qu'il faut pas avoir peur de le process. Il est long, c'est vrai, mais il pourrait ramener gros. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dépenses pour enregistrer un brevet, mais la démarche, elle vaut le coup. Elle vaut le coup parce que ça donne de la valeur et ça donne de la crédibilité. Donc, il faut pas hésiter à affronter cette démarche-là. Foncez, ne pas avoir Justement. Moi, je dirais à toute start-up d'être bien entouré, d'avoir un bon avocat, un bon expert comptable. C'est la clé de la réussite de tout entrepreneur, qu'il soit focalisé sur ce qu'il fait et qu'il laisse aux professionnels faire aussi ce qu'ils savent. Voilà. Exactement, et d'ailleurs, ça répond à une question qui disait, enfin, j'ai vu une personne qui disait en Afrique, moi je suis basé en Afrique, comment je fais pour protéger mon invention à l'international? Je pense que la réponse est là, hein. Il y a des avocats effectivement dont c'est le boulot et qui peuvent effectivement prendre contact avec leur homologue et puis faciliter justement ce travail-là. David, peut-être un conseil à retenir? Oui, pour les startups, quand une jeune société développe son activité, elle éteint les petits incendies et puis les urgences ne datent pas d'aujourd'hui, mais elles datent déjà d'hier. Et ce qui veut dire qu'elles vont très très vite et elles ont énormément de chantiers à gérer. Mais il ne faut pas oublier que le chantier de la protection intellectuelle, c'est un des premiers chantiers. Parce que sans cette protection-là, il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas développer une activité pérenne. Donc, sujet, pensez également à ça. Exactement. Et je pense effectivement ça résume bien finalement les thématiques et ce qu'on a essayé de discuter dans le cadre de ce panel-là. Je pense effectivement c'est ça le mot d'ordre. Il faut foncer, il faut pas hésiter à le faire parce qu'effectivement ça rapporte gros, c'est vraiment un investissement très important. C'est à faire en priorité, comme effectivement mentionné par David, parce qu'effectivement c'est quelque chose de très important et c'est surtout à faire avec des professionnels. Je pense que ça a été mentionné ici par quasiment tout le monde. Il y a des gens dont c'est le boulot. Ça permet justement en fait d'éviter de faire des brevets qui sont pas spécialement en fait bien décrits, qui sont pas spécialement effectivement bien rédigés, et donc forcément ça équivaudra à une invention qui n'est pas spécialement bien protégée.
On arrive au terme du panel. Je pense qu'on a respecté le timing. J'espère que ça aurait été intéressant effectivement pour les startups qui ont assisté. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été là et d'avoir partagé ce panel avec nous tous. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Voilà, je pense. Merci. Je pense que le live est terminé, donc on est bon. Merci, c'est très bien. Merci beaucoup, Chieb. Merci, Ayman. Inch'Allah, à bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup, ciao.